influence énormément le niveau d'émission d'ammoniac. Donc il faut vraiment qu'on reproduise dans la chambre ce qui se passe à l'extérieur si on veut quantifier une émission, par exemple une émission d'ammoniac qui va être représentative de l'ensemble. Et puis aussi pour ce genre de système ici, c'est important, c'est très important de valider ce qu'on mesure avec notre chambre. Alors comment on peut valider? On peut valider en faisant un calcul de bilan de masse. Un calcul de bilan de masse, par exemple, si on mesure des émissions azotées, ammoniac et protoxyde d'azote, on va faire un calcul de bilan de masse sur l'azote, c'est-à-dire qu'on va caractériser notre effluent en entrée de stockage, on va caractériser la quantité d'azote qui arrive en début de stockage, on va faire la même chose en fin de stockage, et normalement, quand on fait la différence entrée moins sortie, qu'on ne retrouve pas, c'est ce qui a été volatilisé, donc sous forme d'ammoniac et de protoxyde d'azote. Et c'est ce qui doit correspondre à ce qu'on mesure, ce qu'on détermine avec notre chambre. Donc ça, c'est une étape qui est essentielle, cette étape de validation. Ça nous est arrivé au moment du développement ici des chambres, d'avoir cette étape de validation. Quand on faisait un calcul de bilan de masse, on avait une perte de 80 kg d'azote. Et quand on comparait ça avec ce qu'on avait déterminé avec notre chambre, on ne trouvait que 4 kg d'azote mesuré sous forme ammoniaque. Donc là, il y avait un problème qui était dû au fait qu'on n'avait pas une vitesse d'air suffisante à l'intérieur de la chambre, et on ne reproduisait pas bien ce qui était fait à l'extérieur. Donc cette étape de validation, elle est nécessaire, et elle doit être faite dès qu'on fait des mesures, que ce soit sur un bâtiment d'élevage ou au stockage. Elle n'est pas forcément évidente, parce que récolter toutes les données, c'est pas facile, mais elle est vraiment nécessaire, parce qu'on peut mesurer, mais on peut aussi mesurer n'importe quoi. Dernier exemple concernant les méthodes. Donc sur les parcours, on peut utiliser des méthodes de type chambre ou des méthodes micro-météo. Donc les méthodes de type chambre, donc ici pour les gaz à effet de serre, on dispose des chambres statiques, donc sans renouvellement d'air, à différents endroits sur le parcours. Et puis, comme il n'y a pas de renouvellement d'air, lorsqu'on met la chambre sur son embase, s'il y a une émission, on va avoir une augmentation des concentrations en gaz. Et en prélevant régulièrement du gaz dans la chambre, on va pouvoir reconstituer cette dynamique d'émission et avoir un facteur d'émission. Donc ici, un exemple de flux gazeux qui ont été déterminés sur un parcours en élevage de volailles. Donc on a réalisé ces étapes de prélèvement à différents jours successifs. On a aussi réalisé des mesures du taux d'humidité dans le sol et on a mis toutes ces informations dans un modèle. Et on a ici les émissions pour le parcours. Donc plus c'est rouge, plus on a des émissions importantes. Et ce qu'on voit, c'est que sur les parcours, finalement, on a ici c'est les bâtiments d'élevage. Et on voit que finalement, sur le parcours, on a des émissions qui sont assez fortes, surtout à la sortie du bâtiment d'élevage, donc quand les volailles vont sur le parcours, ici à la sortie, et finalement elles restent devant le parcours, elles ont beau avoir un parcours énorme, si c'est de la prairie, il n'y a rien qui les intéresse, donc elles restent devant, et on a des émissions qui sont très très fortes devant le bâtiment. Donc les méthodes micro-météorologiques, il en existe de plusieurs types. Elles ont toutes des domaines d'utilisation bien spécifiques et des conditions de mise en œuvre qui vont être spécifiques. Elles font appel à des mesures de concentration, de vitesse d'air, et elles font appel à des mesures de concentration et de vitesse d'air, voilà, plus ou moins haut débit. Et peuvent permettre de déterminer les émissions d'un parcours ou même d'un bâtiment d'élevage s'il est isolé ou même d'une exploitation. Alors là, si vous voulez en savoir plus, Pierre Sellier est un expert de ce genre de technique. Voilà, donc on a vu les différentes méthodes de mesure pour quantifier, pour déterminer un facteur d'émission. Mais finalement, un facteur d'émission, c'est pas uniquement de la mesure, hein. On met nos capteurs, on a de la mesure, c'est aussi pour avoir un facteur d'émission de qualité, ça va dépendre aussi de l'étape d'analyse de toutes les données qu'on a collectées, et puis aussi de la manière dont on va rapporter cette valeur d'émission, la manière dont on va publier ces valeurs d'émission. Alors ce qu'on a vu, c'est que pour la mesure, il y a
des descriptions de méthodes qui existent, mais si on veut améliorer la qualité des mesures, on peut aussi donner tout un nombre de recommandations, on peut apporter des préconisations, comme par exemple sur la fiabilité et l'étalonnage des capteurs, sur la redondance des mesures. On peut mesurer une même grandeur, température ou concentration avec différents capteurs, parce qu'il y a des capteurs qui vont être moins performants, qui vont plus vite dériver, ou alors voilà, croiser les informations, c'est aussi un moyen de valider des résultats obtenus. On peut aussi donner des préconisations en ce qui concerne les stratégies d'échantillonnage suivant les types de bâtiments. Si on a vraiment possibilité d'aller échantillonner dans la cheminée, dans l'extraction d'air, c'est beaucoup mieux que d'extrapoler, de mesurer dans l'air ambiant où on a beaucoup d'hétérogénéité. Des préconisations sur les techniques d'échantillonnage. Donc là, concernant la redondance des capteurs et la redondance des mesures d'une même grandeur, donc ici on mesure par exemple température et hygrométrie avec différents types de capteurs. Ici un petit capteur enregistreur et ici un capteur connecté à une centrale d'acquisition, et puis on mesure pour mesurer l'hygrométrie, et puis on va mesurer aussi l'hygrométrie avec un analyseur infrarouge photoacoustique. Donc on mesure l'hygrométrie de différentes manières, ensuite on compare les résultats pour les valider. En ce qui concerne l'analyse des données, donc parmi les préconisations, les choses auxquelles il faut porter l'attention au moment où on traite, on analyse des données, c'est la cohérence des observations pendant la mesure. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avec notre analyseur de gaz avoir des concentrations en ammoniac très élevées, et puis quand on est allé dans le bâtiment récolter nos mesures, on n'a pas eu le nez qui piquait, on n'avait pas les yeux qui piquaient, donc là, on doit être interpellé en fait. Il y a un manque de cohérence entre ce que me donne mon analyseur et ce que mon nez, qui est aussi un bon capteur, me donne. Donc là, ça peut être aussi utile de faire appel à ce sens-là lorsque l'on analyse des données. On doit aussi regarder les données en se posant des questions sur la cohérence des observations par rapport aux processus qui ont lieu, donc la connaissance des processus que l'on a, des processus physiques, biologiques, chimiques, et aussi des pratiques et des techniques. Donc là, je vais donner un exemple. On a, pendant plusieurs années, utilisé un analyseur infrarouge photoacoustique, donc qui nous donnait des concentrations bien adaptées aux bâtiments d'élevage en termes de seuil de détection, en termes de gamme de mesures, en termes de résistance, parce que, bon, voilà, ça doit être un appareil résistant au choc, aux poussières, à l'ammoniac, etc. Donc c'était un appareil très utilisé par toute la communauté qui travaille sur les émissions de gaz à effet de serre, de mesure des gaz dans les bâtiments d'élevage. Donc on a en 2012 utilisé cet instrument pour faire des mesures en bâtiments bovins-lait. Et en regardant les dynamiques d'émissions, on a constaté qu'à chaque fois qu'il y avait une distribution d'aliments, on avait un pic au niveau de la concentration d'ammoniac, un pic d'émission d'ammoniac. Et en y réfléchissant, donc en prenant en compte nos connaissances au niveau biologique et physique, on ne comprenait pas pourquoi on avait ce genre de pic, même si les vaches urinent un peu plus au moment de la distribution des aliments. Finalement, ici au niveau des pics et de la quantité d'azote uriné, il y avait une incohérence, et puis au niveau de la dynamique des processus, c'était trop simultané pour être plausible. Et finalement, on s'est aperçu, en utilisant un autre analyseur infrarouge photoacoustique configuré de manière différente, que les pics qu'on observait ici n'existaient pas, mais qu'ils correspondaient juste à des émissions d'éthanol et d'acide acétique qui étaient émis par l'ensilage qui était distribué aux animaux et qui était donc aussi source d'émissions. Donc là, on a pu déceler ce problème grâce à nos connaissances des phénomènes physiques et biologiques. Donc ça, c'est aussi important d'avoir cette démarche-là lorsqu'on regarde les données.
Donc depuis, il y a de nombreuses équipes qui ont jeté leurs appareils et ne les utilisent plus pour faire des mesures en élevage bovin. Ou alors ont modifié les filtres à l'intérieur. J'ai presque fini. Donc concernant la publication des valeurs. Donc généralement, elles sont rapportées dans un format qui est adapté aux objectifs de mesure, c'est-à-dire que si c'est pour les inventaires d'Étienne, elles vont être reportées en pourcentage d'azote excrété pour le protoxyde d'azote et pour l'ammoniac. Voilà, si c'est pour une évaluation environnementale, ben, ça va peut-être être exprimé par animal pour pouvoir comparer par exemple différentes filières d'élevage. Donc voilà, c'est des formats adaptés aux objectifs de mesure. On doit donner une description la plus complète possible du système sur lequel on a réalisé les mesures, par exemple les conditions de logement, les conditions de gestion des effluents, etc. Et aussi une description complète des conditions de mesure, c'est-à-dire que, par exemple, le problème de filtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas dire dans la publication « j'ai juste utilisé un analyseur infrarouge photoacoustique ». Il va falloir aller plus loin et donner des informations sur les filtres qu'on avait mis en place, ce qui va nous renseigner sur la qualité des résultats produits. Donc un dernier exemple, concernant l'importance de bien rapporter, de donner le maximum d'informations associées à ces valeurs d'émission. On a développé une base de données qui s'appelle ELF et qui regroupe des facteurs d'émission de protoxyde d'azote, ammoniac et méthane de la littérature. Donc on a à peu près 5000 valeurs d'émission dans cette base de données, avec toutes les métadonnées, un ensemble de métadonnées assez important qui concernent donc ces valeurs d'émission. Donc ici, vous avez les valeurs par production, environ 3000 valeurs pour les porcs et 1500 pour les bovins. Et on a, donc ce qu'on a vu déjà dans cette base de données, quand on a collecté ces facteurs d'émission, c'est qu'on avait un nombre impressionnant d'unités d'expression de ces facteurs d'émission. Donc finalement, plus ou moins adapté à l'utilisation, à l'objectif d'utilisation. Et on a essayé de convertir ces valeurs d'émission dans des unités qui sont demandées. Donc ici, on retrouve le pourcentage d'azote excrété nécessaire à Étienne pour les inventaires. Et lorsque on a essayé de convertir, ici on a l'exemple d'élevage de bovins, on a essayé de convertir ces valeurs d'émission à partir d'informations qu'on avait dans les publis. En pourcentage d'azote excrété, on n'a pu convertir que 9% des valeurs publiées. C'est-à-dire que tout le reste, on ne pourrait pas s'en servir pour faire des inventaires. Ce qui est dommage, parce que ces valeurs existent, mais si on veut les utiliser et utiliser de manière fiable, ben, on ne peut pas parce qu'il y a des informations qui sont manquantes. Donc 9% pour l'ammoniac et 9% pour le protoxyde d'azote, ce qui est vraiment très faible, et ce qui explique qu'aujourd'hui, on a encore besoin de faire de la quantification et encore besoin de quantifier des facteurs d'émission. Je vais m'arrêter là. Oui, très bien. Je crains que